Covid-19, c'est un nom auquel nous sommes tous aujourd'hui familiers. Le nouveau coronavirus est déclaré par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une pandémie. Au moment où en Afrique, le nombre de pays enregistrant des cas de Covid-19 va croissant, une question émerge. Dans un contexte de propagation rapide dans des régions au système de santé robuste et moderne, le continent est-il suffisamment préparé pour faire face? La réponse à la question ne saurait être simple, mais des chiffres ont de quoi interpeller. Seuls 6 pays africains consacrent au moins 15% de leur budget annuel au secteur de la santé selon l'ONG africaine de santé publique, AMREF. En 2018, dans son rapport sur l'état de la santé dans la région africaine, l'Organisation mondiale de la santé a informé qu'en moyenne, les pays de la région ne fournissent que 36% des services essentiels dont leur population a besoin pour conserver la santé et le bien-être. Ceci dit, doit-on voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Ne faut-il pas justement contextualiser la situation? Faut-il l'analyser en ayant des œillères sur la faiblesse des systèmes de santé dans de nombreux pays du continent? L'Afrique a eu le temps de voir venir et tirer des leçons des expériences d'autres pays. Au début de la flambée du coronavirus en Chine, 2 laboratoires seulement pouvaient faire des tests de Covid-19. Aujourd'hui, grâce à des programmes de formation, plus de 30 en ont les capacités. Ce scénario est loin d'être parfait en termes de préparation, mais il est rassurant. Ce que vous et moi devons retenir, la lutte contre une telle crise ne se limite pas à l'action des gouvernements. Nous avons la responsabilité de prévenir la propagation. En plus d'observer les règles d'hygiène et de protection sociale, nous pouvons aider en évitant de répandre des fausses nouvelles. La diffusion de fausses nouvelles est un terreau fertile au non-respect des directives établies pour prévenir la propagation du Covid-19. Mais bien au-delà, cette crise mondiale doit faire prendre conscience à l'Afrique dans son ensemble de l'importance d'une politique de santé publique efficiente, faisant de l'accès universel aux services médicaux une réalité, mais aussi anticipant sur les crises au vu de la récurrence des épidémies. Bienvenue dans ce spécial coronavirus de la vie, l'émission Santé et Bien-être de la BBC. Dans ce numéro spécial, jetons d'abord un coup d'œil dans le rétroviseur pour faire l'historique des pandémies que le monde a connues à partir du XXe siècle. Ensuite, nous verrons comment au Sénégal, l'Institut Pasteur joue un rôle important dans la réponse contre le Covid-19. Les flambées de maladies infectieuses ont eu dans le passé des incidences pour le moins graves. La pandémie du Covid-19 fait écho à des tragédies dévastatrices. Suivons ce reportage qui nous fait l'historique des pandémies dans le monde. Le Covid-19, originaire de la ville de Wuhan en Chine, est apparu en fin d'année dernière. Il se propage maintenant. L'OMS a déclaré qu'il s'agit d'une pandémie. Alors, qu'est-ce qu'une pandémie? Eh bien, il s'agit d'une épidémie d'une maladie qui survient sur une vaste zone géographique et qui affecte une proportion exceptionnellement élevée de la population. Cela dit, les pandémies sont plus susceptibles de se produire si un virus est nouveau et qu'il se transmet facilement d'une personne à l'autre. Et l'information cruciale, c'est qu'il ne suffit que d'une seule personne pour déclencher une épidémie. En réalité, les pandémies ne datent pas d'aujourd'hui. En 1918, la grippe espagnole a tué environ 15 millions de personnes dans le monde. Les personnes âgées de 15 à 34 ans ont été particulièrement touchées. La grippe asiatique a été signalée pour la première fois à Singapour en 1957. Elle a tué 1,1 million de personnes dans le monde. La grippe de Hong Kong est apparue en 1968 et a touché 1 demi-million de personnes dans la région. Elle s'est ensuite propagée à travers l'Asie et l'Europe. Des soldats américains revenant du Vietnam ont amené le virus chez eux et des dizaines de milliers de personnes aux États-Unis sont décédées suite à cela. La grippe porcine a causé des décès de 2000 à 2009. Elle a été identifiée pour la première fois au Mexique. On l'a appelée grippe porcine car elle est similaire au virus de la grippe qui se manifeste chez les porcs. Des virus comme le VIH et la poliomyélite peuvent être plus mortels. Le VIH-Sida a été signalé pour la première fois en 1981 aux États-Unis. 75 millions de personnes ont été infectées par celui-ci et 32 millions de personnes sont mortes. Le Covid-19 s'est propagé dans au moins une centaine de pays. La déclaration de pandémie signifie que les gouvernements doivent maintenant réviser leur stratégie pour freiner la propagation du virus.
Comme nous venons de le voir, l'humanité a eu à faire face à de nombreux défis de santé publique qu'elle a pu surmonter. Maintenant que le nouveau coronavirus a été déclaré comme étant une pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, les inquiétudes sur la capacité de l'Afrique à y faire face s'expriment également. Mais un laboratoire au Sénégal arme le continent avec l'équipement nécessaire pour tester le virus, prévenir sa propagation. L'Institut Pasteur mène aussi des recherches sur le Covid-19. Notre correspondant Chichi Izundou a visité ces installations à Dakar pour en savoir plus. Ebola, paludisme, fièvre jaune, désormais coronavirus. La lutte contre les épidémies en Afrique ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes très heureux et fiers de ce que l'Afrique a accompli cette fois-ci. Nous passons généralement du temps à courir après les épidémies. L'Institut Pasteur de Dakar est à l'avant-garde de la réponse de l'Afrique pour contenir la propagation du Covid-19. Cette fois-ci, nous sommes prêts, étant donné que l'Afrique a été touchée relativement tard. Effectivement, durant ce temps, les différents pays africains et notre institut ont veillé à ce que nous soyons prêts. Ce laboratoire a développé des kits de dépistage et il a compris le caractère contagieux des virus Zika et Ebola des années avant que ceux-ci ne deviennent des problèmes mondiaux. Le personnel affirme que le partage des connaissances, des recherches et de l'expertise est essentiel pour prévenir la propagation du coronavirus. Cet institut fait plus que simplement analyser des échantillons. Il fournit également un soutien, des ressources et une formation comme ce laboratoire mobile cheminant dans plus de 35 pays en Afrique. Ceci afin de conduire leurs propres tests Covid-19 de manière sûre et fiable. Maintenant, dans cette partie, je peux ouvrir mon échantillon. Mais il n'y a pas que le laboratoire mobile. L'Institut a aussi équipé les pays avec lesquels il collabore de kits de laboratoire. Il s'associe également avec d'autres entreprises pour pouvoir fabriquer des tests de dépistage rapides et abordables en Afrique, de sorte que le continent ne dépende pas des pays occidentaux. Je pense que nous avons beaucoup appris de l'épidémie d'Ebola et nous a appris à gérer une maladie très difficile. Il est extrêmement important d'être indépendant et autonome à cet égard, car la stratégie du système sanitaire international est de s'assurer que tout est contenu à la source. L'Afrique, avec ses systèmes de santé faibles, est parfois confrontée à des défis pour protéger non seulement sa propre communauté, mais aussi le reste du monde. Pendant des décennies, l'Afrique a été crainte comme pouvant propager des maladies au reste du monde. Mais l'Institut Pasteur considère que c'est maintenant l'inverse, la plupart des cas de virus corona ayant été importés d'autres continents. C'est le moment pour le monde entier d'apprendre de l'Afrique pour stopper la propagation de virus épidémiques comme le Covid-19. Pour analyser tout cela, nous nous sommes entretenus avec le professeur Moussa Seydi, qui est à la tête du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann à Dakar, là où sont traitées une grande partie des personnes atteintes par le virus au Sénégal. Il nous a parlé des moyens à mettre en œuvre pour aider les pays africains à faire face à cette pandémie du Covid-19. L'épidémie n'est pas du tout maîtrisée dans la région Afrique de l'OMS. Ce n'est pas parce qu'il y a un faible nombre de cas, 228, et un faible nombre de décès, 4, que l'épidémie doit être considérée comme maîtrisée. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter, ainsi que le nombre de pays atteints par cette épidémie Covid-19. À l'heure où je vous parle, 25 pays dans la région Afrique de l'OMS sont concernés par cette épidémie. Et parmi ces 25 pays, une transmission locale est notée dans 5 pays. Et le peloton de tête est assuré par l'Afrique du Sud et l'Algérie avec une soixantaine de cas et le Sénégal avec une trentaine de cas. Et dans tous ces pays, la transmission locale a augmenté le nombre de cas et la situation risque d'exploser. C'est donc maintenant qu'il faut prendre des mesures fortes et ces mesures doivent être centrées par la prévention, notamment par les mesures difficiles telles que l'interdiction des grands rassemblements, la limitation des mouvements de population. Parce que nous savons que nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres pays pour faire face à une épidémie massive. Il faut évidemment tout de même se préparer à cette épidémie massive en augmentant le nombre de structures disponibles pour la prise en charge des malades, en ayant des équipements suffisants tels que les équipements de protection personnelle, parce qu'une rupture de cet équipement ne va pas permettre au personnel médical
de prendre en charge les patients sans risque. Et si le personnel médical est infecté, c'est tout le système de santé qui tombe à terre. Nous allons observer une pause et dans la deuxième partie de votre émission, nous verrons comment les fausses nouvelles, notamment sur les réseaux sociaux, peuvent mettre en péril les efforts de lutte contre la pandémie du Covid-19. À tout à l'heure. Merci de nous retrouver dans ce numéro spécial Covid-19 de la vie, votre émission santé et bien-être de la BBC. Tout à l'heure, nous avons consacré une large fenêtre à la stratégie de riposte du continent africain face à la propagation du nouveau coronavirus. Place maintenant à ce qui semble se répandre plus vite que le Covid-19, les fausses nouvelles et les idées reçues entourant cette pandémie. Notre reporter Merci Candier a vérifié pour nous les faits concernant le Covid-19. La nouvelle de la propagation rapide du coronavirus a amené beaucoup de personnes à se demander ce qu'il fallait vraiment faire. Nous allons séparer la vérité de la fiction et partager avec vous ce que vous devez savoir sur le Covid-19. J'ai échangé avec un expert des virus respiratoires. Je m'appelle Dr Liliane Waibossi. Je suis maître de conférence au département de biochimie de l'Université de Nairobi. Je travaille aussi sur les maladies infectieuses, en particulier les infections zoonotiques. Le nouveau coronavirus provoque des infections des voies respiratoires, ce qui signifie qu'il provoque des infections souvent à l'origine de maladies semblables à la grippe. La plupart des cas recensés ne sont pas graves. Ils présentent des symptômes tels que la toux, la fièvre, l'essoufflement, qui ne sont pas graves. Dans certains cas, le nouveau coronavirus provoque une maladie grave qui est alors une pneumonie, c'est-à-dire des infections au niveau des poumons et des difficultés à respirer, etc. D'un point de vue symptomatique, il est impossible de faire la différence entre la grippe saisonnière et le nouveau coronavirus. Pour les différencier, il faut des tests de confirmation en laboratoire. Les tests de confirmation en laboratoire pour la grippe sont connus. Même dans notre pays, nous testons la grippe depuis 2008 ou 2009. Chaque semaine, nous testons constamment le virus de la grippe. La différence réside dans les primats spécifiques. Nous avons la capacité de tester. Il est possible de différencier la grippe de toute autre maladie infectieuse respiratoire, mais il faut une confirmation en laboratoire.
any other respiratory infectious diseases. But it needs a lab confirmation. Tout le monde peut être infecté, pas seulement les adultes, pas seulement les enfants, mais toute la société. Ce qui se passe avec les virus respiratoires, c'est que les personnes plus âgées et souffrant de maladies comme l'asthme, l'hypertension, etc., sont plus susceptibles de développer des maladies graves que les personnes qui ont un système de santé plus solide et qui ne souffrent pas de ces maladies. Il ne devrait pas provoquer de panique car c'est quelque chose qui peut être contrôlé si l'accès aux soins appropriés est effectif. Même ceux qui sont gravement malades peuvent être guéris. Il n'y a pas de traitement, mais les soins de soutien peuvent aider à la bonne gestion des cas. Lorsque vous toussez, lorsque vous éternuez ou lorsque vous vous mouchez, utilisez un mouchoir jetable. Puis vous le mettez dans une poubelle fermée et cette poubelle doit être placée à l'écart. Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau, fréquemment, même lorsqu'elles sont sales et que vous n'avez pas d'eau et de savon. Utilisez un gel hydroalcoolique pour les mains avec au moins 60% d'alcool. L'autre chose est que si vous n'avez pas de mouchoir jetable, vous êtes censé tousser dans votre manche, comme ceci. Parce que si vous toussez dans votre main et que vous allez serrer la main de quelqu'un, vous transmettez en fait les germes ou les virus à cette autre personne. Et cette personne se touchera alors la bouche et le visage comme beaucoup d'entre nous le font. Alors, c'est ainsi que le virus entre. Donc, toussez dans votre manche parce que c'est un virus à ARN qui se dégrade rapidement, au lieu de tousser dans votre paume de main si vous n'avez pas de mouchoir jetable. Pour se protéger, il y a aussi la distanciation sociale. N'oubliez pas, soyez prudents et pratiquez une bonne hygiène pour votre sécurité et celle de votre entourage. L'OMS qualifie d'infodémie la diffusion à grande échelle d'informations fausses, notamment sur les médias sociaux. Aïda Ndiaye, la responsable des politiques publiques en Afrique francophone pour Facebook, nous rejoint depuis Londres. Madame Ndiaye, merci d'accepter de nous rejoindre. Dites-nous, quelles mesures Facebook est en train de prendre dans ce contexte de pandémie du Covid-19? Bonjour Cédina, merci beaucoup pour l'opportunité. Comme vous l'avez dit aujourd'hui, le monde vit une pandémie très importante et très sérieuse, celle du Covid. Et à Facebook, on reconnaît l'importance de nos plateformes, surtout dans ces situations très urgentes. Alors la réponse de Facebook par rapport au Covid et surtout par rapport à l'information qui est partagée par rapport à la maladie repose sur 3 aspects fondamentaux. Le premier, c'est que nous voulons nous assurer que tout le monde dispose d'informations exactes, sûres et fiables. À certains égards, la situation du Covid démontre un peu l'importance des plateformes de communication sociale et des réseaux sociaux dans la société. D'un côté, vous avez vu que beaucoup d'individus en ce moment sont isolés, séparés de leur famille. Et d'un autre, la situation est très évolutive et très dynamique. À chaque jour, des informations changent, la situation de la propagation de la maladie change. Les gens, bien entendu, sont en train d'utiliser nos plateformes pour partager leur expérience, pour communiquer avec leur famille, savoir si les membres de leur famille sont en bonne santé. Et nous voulons nous assurer que tout le monde ait des informations qui sont crédibles et précises. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler avec des organisations experts comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de telle sorte que aujourd'hui, si vous faites la recherche sur le Covid sur le fil d'actualité de Facebook, vous allez voir une fenêtre qui va apparaître, qui va vous rediriger sur le site de l'OMS ou bien sur le site des ministères des différents pays où nous sommes actifs, où la plateforme est active, bien entendu. Mais
Par cela aussi, nous savons que vraiment les personnes ou les organisations qui sont clés dans cette lutte contre le Covid, c'est encore les experts de la santé, les ministères de la santé, les organisations qui sont experts dans la santé. Donc, nous essayons de les soutenir aussi dans leur stratégie de communication sur la prévention de la maladie. Par exemple, nous travaillons avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, où nous les appuyons à travers des coupons de crédit, à travers des formations pour leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent bien véhiculer les messages de communication sur les plateformes de Facebook, aussi bien Facebook, WhatsApp et Instagram. Et après cela, je pense aussi, vous en avez parlé, c'est la désinformation, le fait qu'il y ait des fausses informations ou des canulars par rapport à la maladie. Alors, nous avons une politique très stricte par rapport à ceci. Toute information fausse par rapport au Covid est enlevée de notre plateforme. Donc, par exemple, si quelqu'un écrit sur la plateforme de Facebook « Buvez de l'eau de Javel, ça peut guérir le Covid », c'est une information qui est interdite parce que ça donne une cure qui n'est pas approuvée par aucune organisation ou bien par aucun expert. Pareil aussi pour les théories de conspiration par rapport à la maladie. Et à part cela aussi, nous avons une approche qui, je dirais, est très dynamique, c'est-à-dire que nous sommes en contact avec des experts de la santé, des experts dans les différents pays pour voir comment est-ce que nous pouvons changer notre stratégie au vu de la situation. Alors, plus spécifiquement, est-ce que le continent africain présente des défis particuliers dans la mise en œuvre de ces mesures? Si oui, qu'est-ce que vous prenez comme stratégie pour justement contrer ces difficultés? C'est une excellente question. Bien entendu, l'Afrique a ses particularités dans le sens où en Afrique, on retrouve une assez grande population. Facebook a à peu près 155 millions d'utilisateurs qui utilisent au moins l'une des plateformes de Facebook tous les mois dans le continent africain. Mais cela signifie aussi qu'il y a des utilisateurs qui ont besoin quand même de cet accompagnement en termes d'éducation numérique pour bien les permettre à reconnaître les informations qui sont crédibles et celles qui ne le sont pas. C'est pour cela que, comme je l'ai dit, on travaille avec aussi bien les ministères, les experts, les leaders des communautés et les organisations de la société civile pour les appuyer à mener des campagnes de sensibilisation par rapport à la crédibilité de l'information. Nous encourageons aussi bien les utilisateurs de nous signaler toutes les informations qui sont fausses, surtout par rapport au Covid. Comme ça, nous pourrons prendre les actions qui sont requises, qui sont en conformité avec nos standards de la communauté, c'est-à-dire les politiques d'utilisation de Facebook. Et j'aimerais aussi soulever un point qui est très important, c'est que nous voulons vraiment soutenir les gouvernements africains durant cette période qui est très sensible. Donc, nous avons presque tous les jours des appels avec des différents ministères pour les montrer comment est-ce qu'ils peuvent utiliser les réseaux sociaux, les plateformes de Facebook, aussi bien le API de WhatsApp pour communiquer avec les utilisateurs et les Africains qui sont déjà en ligne pour que tout le monde ait l'information qui est crédible, fiable et sûre par rapport à cette maladie. Merci beaucoup, Madame Ndiaye, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Ne pas se saluer par la main, maintenir une distance sociale, la constante conformité aux règles d'hygiène, la pandémie du Covid-19 et tout ce qu'elle implique comme mesure remet en cause beaucoup de nos habitudes, mais c'est le prix à payer pour la contenir. Un geste ô combien essentiel dans la lutte contre cette pandémie est le lavage fréquent des mains et le nettoyage de nos objets usuels tels que nos smartphones. Regardez. Comme vous pouvez le voir, il y a des germes autour de mes ongles et sur le dos de mes mains. Ce gel servira à montrer comment les germes sont transmis. Cela apparaît sous la lumière UV. Comment empêcher la propagation ou éviter la contamination. Évitez de vous toucher le visage, la bouche, le nez et les yeux. Le virus peut se servir de ses voies pour entrer et provoquer une infection. Si vous toussez sans la main à la bouche, le virus peut voyager dans l'air vers une autre personne. Il est important de se laver les mains, mais le faites-vous correctement? Prenez du savon, faites une mousse, nettoyez le dos de vos mains, entre vos doigts, le bout des doigts, le pouce et encore vos paumes, votre poignet et le haut de votre main à nouveau. Rincez le savon à l'eau. Fermez le robinet avec le mouchoir pour éviter la contamination croisée. Puis jetez le mouchoir dans une poubelle.
Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un lavage approfondi des mains sous la lumière UV et il n'y a aucun signe de germes présents sur ma main. Nous savons qu'il est important de se laver les mains, mais qu'en est-il de notre téléphone? Voici un guide pour nettoyer votre téléphone. Tout d'abord, éteignez-le et retirez-le de son boîtier. N'utilisez pas de produits chimiques, de gel pour les mains, ni de lingettes abrasives, car ils peuvent endommager le revêtement protecteur de l'écran. Du savon et de l'eau feront l'affaire. Humidifiez un chiffon en microfibre et frottez doucement chaque surface, mais veillez à ne pas laisser passer de l'eau dans les ouvertures. Enfin, séchez votre téléphone avec un chiffon en microfibre propre. Nous allons voir si cette méthode fonctionne ou non. Cet appareil donne une lecture de l'activité microbienne. Nous faisons un prélèvement avant et après le nettoyage. Plus le nombre est élevé, plus il y a de germes. Sur une surface chirurgicale, par exemple, un chiffre de 50 ou moins est requis. Les lectures faites avant le témoignage sont en rouge, puis en bleu. Elles sont nettement inférieures à l'indice de référence de 50. Mais n'oubliez pas de vous laver les mains régulièrement. Des studios de la BBC à Nairobi, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.